Quand les géants du numérique, le plus souvent américains, défient l'état de droit sur Internet, on en parle dans le grand angle avec l'avocat Olivier Itéanu. Bonjour Olivier Itéanu. Bonjour. Alors vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris, un des meilleurs spécialistes européens du droit du numérique. Depuis des années, on peut dire, vous travaillez, vous mettez en garde sur un enjeu capital de notre époque, souvent méconnu. Qui fait la loi sur Internet? On peut présenter les choses comme ça. Vous avez publié récemment aux éditions Erol, quand le digital, on reviendra sur ce mot, défie l'état de droit. Mais pour entrer dans le vif du sujet, on peut dire clairement que les grands groupes de l'Internet, qui sont presque tous américains, échappent ou font tout pour échapper au droit français et au droit européen. Oui, moi, quand j'étais étudiant en droit en première année, que j'étais assis dans l'amphi à Paris 12, Créteil-Saint-Maur, mon prof m'a dit « mais tout est droit ». Vous descendez à la boulangerie, vous achetez une baguette de pain, c'est droit. Vous êtes dans votre véhicule, vous arrêtez au feu rouge, c'est droit. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, ils puissent le dire. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, mais c'est quand même propre à l'Europe. L'Europe est très perméable au numérique made in USA. Et effectivement, c'est pour ça que, dans le titre de cet ouvrage, on emploie le mot digital, qui notamment est un mot anglais. Oui, parce que vous auriez pu dire quand le numérique défie l'état de droit. Oui, non. Pourquoi digital? Mais parce que, justement, comme vous l'avez dit, l'Europe est très perméable au numérique. Prenez par exemple Google, c'est 80, on dit 92-93%, moi je dirais 99% des recherches par moteur de recherche en Europe, c'est Google. Ouais. C'est pas le cas partout, c'est pas le cas en Russie, voilà. C'est pas le cas en Chine, c'est pas le cas en Corée du Sud. Mais dans le reste du monde, Google est très très dominant, quoi. Très dominant, mais pas monopolistique comme il est chez nous. Ouais. Alors c'est ce qu'on appelle les GAFA, on commence à connaître cet acronyme, Google, Apple, Facebook, Amazon, on pourrait d'ailleurs en citer d'autres, vous en citez d'autres dans votre livre, on pourrait dire Microsoft, Twitter, YouTube, Uber. TripAdvisor. Voilà, TripAdvisor pour le tourisme. Bien sûr. Voilà. Alors, ils font la loi sur Internet, ces gens-là. Ils font la loi sur Internet et j'ai fait ce que personne ne fait. C'est-à-dire que j'ai lu les contrats qui nous lient à eux. Parce que quand on se lève le matin et qu'on se couche le soir, toute la journée, on a utilisé quantité de ces services. Je cite le cas d'une jeune fille. Ça peut être nos filles, nos petites filles, nos sœurs, qui s'appelle Alice, et qui commence le matin en se mettant sur sa balance connectée à Internet et qui termine le soir avec Netflix, avec sa série préférée avant de s'endormir. Tout ça, c'est des contrats passés. Chacun, c'est un contrat passé avec cette jeune fille, avec nous tous. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on rentre en contact, je dirais, avec ces prestataires de services sur Internet ou sur les réseaux sociaux, on doit cliquer et accepter ce qu'on appelle la CGU, qui sont donc les conditions générales d'utilisation. C'est ça, qui sont le contrat. Et alors ça, c'est très subtil, parce que ce CGU, en fait, s'il y a le moindre litige, vous passez devant un tribunal californien, par exemple. Alors, voilà, donc j'ai fait ce que personne ne fait. Moi-même, d'ailleurs, je dois l'avouer, humblement. J'ai lu ces CGU. On a lu ces CGU. On a regardé d'abord avec qui on contractait. On contracte avec 80-90% de sociétés de droit californien. Vous allez me dire, c'est exotique, il fait beau. Oui, mais ça pose quand même un problème. Car certaines de ces entreprises ont des établissements en France. C'est le cas de Facebook, c'est ça de Google. Non, c'est avec Google Inc., c'est avec Facebook Inc. en Californie. Et les CGU, effectivement, en cas de litige, désignent la loi californienne et le juge californien, là aussi dans 80-90% des cas, pour gérer le litige. Ce qui signifie qu'en clair, personne ne saisira un juge, en tout cas de France, à 9000 km de là, dans une autre langue et dans un autre droit. Ouais. Alors, on va reparler de ceux qui gèrent l'Internet. On va parler de l'ICANN dans un instant. Mais d'abord, sur cette révolution qu'on est en train de vivre, vous dites que c'est une révolution technologique, mais qui a des conséquences économiques, parfois sociales et juridiques. Oui, parce que comme vous l'avez dit, ces sociétés, effectivement, appliquent leurs droits. Et c'est là peut-être qui est la difficulté. Ces contrats sont en langue française, mais le langage utilisé n'est pas celui du droit français ni du droit européen. Et les concepts utilisés ne sont pas ceux du droit français et du droit européen. Là, on voit des conditions générales d'utilisation en anglais, mais très souvent, elles sont en français. Et ça veut dire qu'ils appliquent leurs propres concepts. Et sur des problématiques comme la vie privée, comme la liberté d'expression, ou le droit d'auteur, ou même la loi, eh bien, les concepts qu'ils appliquent, et c'est logique, c'est leur logique, ne sont pas ceux du droit européen. Et donc, comme ils sont omniprésents, comme ils sont là, mais tout le temps, du matin jusqu'au soir, dans nos vies, et ils le sont de plus en plus, car avec les objets connectés, avec ce qu'on appelle le big data, ce qu'on voit au CES à Las Vegas et partout, eh bien, ces concepts-là, ils vont nous inonder. Et donc là, il y a, je crois, un petit problème. Alors, il faut rappeler, c'est un terme, enfin plutôt un acronyme à nouveau que peu de gens connaissent, j'imagine, c'est la gouvernance d'Internet. Oui. Vous le dites, c'est pas une révélation, mais que la gouvernance d'Internet est gérée par une société qui s'appelle l'ICANN,
qui est une société privée de droit américain, même californien d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette ICANN, ICA2N? Alors, l'ICANN est une société, effectivement, comme vous l'avez dit, de droit californien à but non lucratif qui gère les ressources rares de l'Internet, sans lesquelles l'Internet ne fonctionnerait pas. Et on le sait peu, on pense que tout est presque comme ça, tout vient du ciel. C'est même pas Non. les ressources rares, c'est n'importe quelle adresse. Alors, c'est les adresses IP, effectivement, et c'est les noms de domaine qu'on trouve dans nos adresses électroniques, dans l'accès au site web, dans quantité de services. Et donc, ces ressources rares sont gérées, effectivement, par une société. Pourquoi? Parce que, à l'origine, la patrie de l'Internet, la patrie du web, c'est les États-Unis. C'est la Silicon Valley? Oui, c'est la Silicon Valley. C'est eux qui ont assuré la stabilité du système, qui l'ont. Et c'est tout à fait normal que l'ICANN, donc, soit une émanation du système américain. Et donc, effectivement, c'est là que ça se passe. Ouais. Encore que vous dites dans votre livre que les États-Unis avaient annoncé en 2014, si je ne me trompe pas, qu'ils renonceraient au contrôle de l'ICANN. Oh, même bien avant. Ouais. Enfin, en 2014, ils l'ont répété. Ils l'ont répété. Et où on en est aujourd'hui? Alors, il y a eu une annonce au moment de la sortie de mon livre, en octobre 2016, de la fin de la tutelle américaine. Je crois que le mot a été utilisé, ce qui m'a fait sourire, parce que ça voulait donc dire qu'on était sous tutelle depuis 20 ans, ce que personne ne voulait reconnaître de manière officielle. Donc ça a été annoncé, il y a semble-t-il, des avancées, mais ça s'explique aussi par le fait que ces ressources rares, les noms de domaine, les adresses IP, sont peut-être moins sensibles aujourd'hui avec l'Internet mobile sur nos téléphones mobiles, sur nos smartphones, avec les applications, avec les réseaux sociaux, etc. Donc, il semblerait que les choses bougent un peu, mais c'est une promesse encore. Et brièvement, qui dirige cette ICANN? C'est quelques administrateurs privés. C'est très compliqué de savoir qui dirige l'ICANN. La réalité, c'est que l'ICANN est effectivement sous contrôle du gouvernement des États-Unis. Voilà, parce que les serveurs gérés par l'ICANN dépendent du gouvernement américain, ou des services de renseignement américains. On est sur un système qui est pyramidal. Vous avez 13 serveurs, un serveur puis 12 en dessous. Eh bien, tous les serveurs du monde vont copier, on va dire, la base de données sur ces 13 serveurs, ce qui vous permet d'envoyer un courrier électronique partout dans le monde sans vous soucier de savoir si votre destinataire va le recevoir. Il va le recevoir. Et donc, ces 13 serveurs-là ont des localisations bien précises. Il y en a effectivement 9 aux États-Unis, un à Londres, un à Stockholm, un à Tokyo au Japon. Et je crois que les amateurs de géopolitique, lorsqu'on évoque les pays qui reçoivent ces serveurs racines, qui sont importants, qui sont une structure de base de tout le système Internet, évidemment, on voit que c'est pas fait par hasard. Alors, tout ça, ça pose quand même la question du rôle de l'État. On pensait que les lois, jusqu'ici, c'était fait par des États, par des parlements élus. C'est plus du tout le cas sur Internet. Donc, où est l'État français? Que fait l'État français ou la Commission européenne ou l'Europe ou la justice française? Est-ce qu'il y a des tentatives de s'opposer à cette mainmise sur Internet? Alors d'abord, il faut souhaiter que les États et que le processus démocratique qui émane de l'État, c'est pour ça que le mot État de droit est dans mon titre, va perdurer. Et que ça n'est pas ni Twitter, ni Facebook, ni Google qui vont faire la loi. Parce qu'on en est là. Et je dirais même que le gouvernement des États-Unis, quelque part, aussi est challengé, si je puis dire en bon français, par ces géants de l'Internet. Donc l'enjeu, c'est ça. C'est qu'il faut que force de loi reste au processus démocratique et pas à quelques-uns qui décident. Quand Twitter, pour que les téléspectateurs comprennent bien le problème, lorsque Twitter annonce qu'il va fermer 30 000 sites djihadistes, alors très bien, pourquoi pas? Nous les fermons par application de la loi en Europe. Twitter les ferme parce qu'elle décide que sa politique va évoluer. C'est Twitter qui le décide, car aux États-Unis, il y a un système qui s'appelle le free speech, la liberté d'expression. Et qui n'est pas vraiment la liberté d'expression au sens européen du terme. Qui n'est pas une liberté d'expression qui est contrôlée comme en Europe, qui est contrôlée par un juge, avec un débat judiciaire, donc avec des garanties qui sont données à la liberté d'expression. C'est quoi le free speech à l'américaine? Le free speech à l'américaine, c'est un peu le laisser-aller. C'est-à-dire que toute parole publique est bonne à prendre, est bonne à dire. C'est l'article 1 de la Constitution. C'est l'amendement numéro 2 de la Constitution américaine. Tout à fait. En réalité, on se voit qu'en pratique, les choses ne sont pas tout à fait aussi claires que ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous oppose. Dès qu'on dit qu'on va mettre une mesure, une régulation, une loi, on nous répond free speech, liberté, il faut laisser l'information circuler. Et en réalité, en disant ça, on dit surtout, c'est pas la liberté totale qu'on cherche, c'est plutôt le marché total. C'est ça que cherchent les grands groupes. Mais vous, l'avocat, vous pensez qu'à l'Internet, ça doit être le royaume de la liberté d'expression ou pas? Ou qu'il faut des contrôles au contraire? Bien sûr, ça va être le royaume de la liberté d'expression, mais une liberté d'expression contrôlée. Quand on dit mort à tel groupe de personnes, lorsque on atteint à la vie privée de manière manifeste, lorsqu'on dit femme, lorsqu'on injurie en public,
c'est un peu ce qu'on vit. Il faut effectivement qu'une personne impartiale, un tiers impartial, prenne connaissance et sanctionne et retire les contenus. Ça s'appelle un juge, ça s'appelle l'état de droit. C'est ça que nous réclamons, c'est ça que nous appliquons en Europe, et c'est ça que nous avons du mal à appliquer. Toutes ces problématiques-là, c'est le symptôme de la cause que je décris dans le livre. Les problèmes de vie privée, de liberté d'expression. Après, vous avez parlé à l'instant avec Plantu des attentats de l'année dernière. Il faut quand même savoir qu'après le Bataclan, il y a un des pères qui se trouve à être américain d'une des victimes du Bataclan, qui a poursuivi et Twitter et Facebook aux États-Unis pour complicité. Alors je ne sais pas si c'est le problème, mais c'est le ressenti aujourd'hui de plus en plus de gens qu'il faut une liberté, il faut qu'elle soit garantie par le juge judiciaire et aussi lorsqu'il y a le vecteur Internet doit être contrôlé. Je pense. Et vous écrivez aussi dans votre livre que Google n'est pas contre l'État, il veut remplacer l'État. C'est énorme. Oui, si vous voulez, l'origine de ce livre-là, c'est la lecture d'un livre qui a été écrit par notamment Eric Schmidt, qui est le patron de Google, maintenant d'Alphabet, qui est le holding, qui s'appelle The New Digital Age, avec Jared Cohen. Et moi, j'ai été effrayé par la lecture de ce livre. Pour vous donner une anecdote, et ce sera le mot de la fin, le patron de Google préconise dans son livre aux parents, il leur recommande de bien choisir le prénom de leur enfant pour qu'il soit bien classé dans le moteur de recherche Google. On est dans une démarche, à mon sens, totalitaire. Et je crois qu'il faut le dire à ces grands-là. Ils n'ont pas tous les pouvoirs, ils n'ont pas tous les droits. Il faut leur dire de temps en temps leur vérité. Et vous êtes là pour nous rappeler que la grande question, en tout cas une des grandes questions demain, c'est qui contrôlera le monde digital ? C'est un peu la question qui est devant nous. Et pour prolonger cette réflexion sur l'état de droit, il y a des réponses dans votre livre. Et je renvoie aussi sur notre site internet. Il y a un dossier complet de Pascal Errard sur ces enjeux sur notre site, donc tv5monde.com. Vous allez à la rubrique information et ensuite culture numérique. Voilà, je rappelle le titre de votre livre, Quand le digital défie l'état de droit, sous édition Erol. Merci Olivier Icahn d'être venu en parler dans le 64 minutes.